Et on va tout de suite enchaîner avec une table ronde que Françoise Laborde va présenter avec des journalistes qui vont faire part justement de leur expérience médiatique, comment on résiste à cette double tenaille qu'évoquait à l'instant Catherine, d'une droite qui va de plus en plus vers un anti-laïcisme intégriste pour une part d'entre elles bien sûr, et d'une gauche qui pour une part d'entre elles va de plus en plus vers une sorte de plénélisation des esprits. Merci à tous et ça continue tout de suite. Merci. Oups, pardon. On arrive presque au bout. Tiens, il y a quelqu'un qui a laissé son téléphone. Bon, je le garde, c'est pas grave. Alors, juste pour vous dire que cette dernière table ronde, l'idée c'est de faire venir des consoeurs et des confrères journalistes que vous connaissez évidemment. Alors j'appelle dans l'ordre et dans le désordre Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Valérie Toragnan, Les Temps Modernes, Ruth Elkrieff, BFM, Brice Couturier, France Culture, Christophe Deloire, Reporters sans frontières et Renaud Dely de Marianne. Rentrez tous, je vous en prie. Alors, cette table ronde, et je le dis aussi pour tous ceux qui pourraient s'interroger en tant qu'ancienne du CSA, parce qu'il y a des journalistes de la télévision, c'est pas un meeting politique, ils viennent sur le plan personnel, ils viennent pas avec une carte, ils viennent simplement participer et réfléchir sur la façon dont le métier a changé. Évidemment, on a tous été confrontés à des drames épouvantables. Celui de Charlie a été particulier pour chacune et chacun d'entre nous. Et ce que je voudrais essayer qu'on partage, et ce sur quoi on pourrait réfléchir tous ensemble maintenant, c'est justement qu'est-ce qui a changé dans la pratique journalistique depuis Charlie. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on est devenu plus méfiant? Est-ce qu'on se censure un peu plus ou moins, au contraire? Est-ce qu'on a d'autres engagements? Voilà. Donc, on va commencer honneur aux dames, c'est mon côté féministe. Ruth, toi, tout simplement, tu étais où? Quel souvenir tu en as de ce jour-là? Merci Françoise, et merci à vous de m'avoir invitée, comme l'a expliqué Françoise, comme journaliste, comme observatrice, aussi comme citoyenne, bien sûr. J'ai quelques flashs de cette terrible journée, de cette terrible semaine, de cette terrible année. C'est d'abord d'avoir annoncé sur BFM TV, en direct, la mort de Bernard Maris, qui était sur mon plateau 2 jours avant. Ensuite, c'est ce vendredi du 7 janvier, du 9, de me dire dès le matin, mais en fait, nous sommes une cible. Et de le dire dans la rédaction, de passer dans ma chaîne et dire, vous savez, en fait, nous aussi, on est une cible. Et dans l'après-midi, de recevoir le coup de téléphone de Koulibaly qui nous racontait ce qui se passait à l'intérieur de l'hypercachère. C'est aussi tous ces flashs, des moments où on reçoit les amis, les proches, les parents des victimes, après au Bataclan ou Nice. C'est ça l'expérience d'un journaliste aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais vécu. Parfois, on a vécu des attentats en France, évidemment, venus de l'extérieur, mais ce sont ces moments-là dont je me souviens. Ces moments où, en fait, on est complètement présent, ce dimanche 11 janvier aussi, où on énumère le nom des victimes pour que chacun et chacune, bien sûr, soit honoré. Cette cérémonie des Invalides, après, je mélange un peu tout parce que ce sont des moments où, en fait, à chaque fois, la question, elle est d'être à la fois une citoyenne, d'être une femme, une personne qui ressent, qui est bouleversée, qui est extrêmement touchée et qui, en même temps, doit être professionnelle, doit se contenir, doit avoir du sang-froid, doit porter l'émotion, mais en même temps, ne pas être dans le pathos. Et c'est cette difficulté, en quelque sorte, cette tension qui est extrêmement forte, et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est une expérience en soi. Et ça change. Allô? Oui, allô, la régie? Oui, bon. Rapproche-le. Non, mais c'est sympa, j'ai plus de micro, c'est pas grave. Est-ce que ça change quelque chose? Vous laissez le micro ouvert, vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que ça change d'être sur une chaîne d'infos en continu? Alors, qu'est-ce que ça change? Évidemment, ça change beaucoup, c'est-à-dire qu'on est, on est dans l'événement, on est dans l'événement en permanence, et c'est une chaîne sur laquelle c'est une expérience complètement inédite pour nous tous, lorsque le massacre intervient,
C'est un choc gigantesque pour nous tous. Mais c'est aussi journalistiquement quelque chose de complètement nouveau. Et donc, on apprend, en quelque sorte, on traite au mieux avec toujours nos réflexes, nos principes. Et en même temps, c'est nouveau. Depuis, on a travaillé, on a réfléchi. On est une rédaction qui avons élaboré une charte. Vous vous êtes fait engueuler par le CSA? On s'est fait engueuler, comme beaucoup d'autres médias. Attention, je précise. Non, mais attention. Non, mais je suis d'accord. C'est pas ça. La question, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais moi, je suis tout à fait capable de répondre et de disposer à répondre à toutes les questions là-dessus. Mais je ne pense pas que c'est pas le but. Mais nous avons élaboré une charte dans laquelle nous avons réécrit, et parce que par l'expérience, un certain nombre de choses. Nous donnons le moins possible, par exemple, les photos des terroristes maintenant. Nous donnons, nous vérifions par 3, 4 sources multiples les informations. Mais quand je vous dis 3 ou 4 sources, c'est 3 ou 4 sources. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut perdre du temps parce qu'on est un média leader aujourd'hui et on a cette responsabilité. Ensuite, je voudrais continuer. J'ai parlé de la forme, qu'est-ce qui a changé. Sur la forme, ce sont ces moments-là dont je vous parlais. Mais sur le fond, qu'est-ce qui a changé? Sur le fond, c'est une réflexion de chacun et chacune sur notre métier, sur le rôle qu'on a dans cette société aujourd'hui. Sur le fond, c'est cette responsabilité nouvelle qu'on a pour faire vivre ensemble, pour faire que nous continuions à pouvoir vivre ensemble. Et moi, dans ma manière de travailler au quotidien, j'ai pris 2 ou 3 décisions, notamment celle de donner la parole à des rôles modèles, à ceux qui ont trouvé leur place dans notre société aujourd'hui. Dans cette société laïque, républicaine, à laquelle je suis très attachée, qui est un rempart, une protection, et qui peut donner sa place à chacun. Donc notre responsabilité aujourd'hui de journaliste, elle est là. Elle est que sur un plateau, tous puissent vivre ensemble et montrer qu'on peut vivre ensemble. Merci Ruth pour cet engagement citoyen et journalistique. Nathalie, justement, cette responsabilité particulière, est-ce qu'elle pèse davantage sur les épaules de la chef du service politique de France Télévisions, qui se fait au passage parfois un peu avoiner par certains invités, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais est-ce que cet engagement-là, en tout cas, d'avoir un engagement citoyen, il existe encore plus depuis Charlie ? Oui, il existe un peu plus, mais je voudrais, sans vouloir faire tresser des fleurs à la maison dans laquelle je travaille depuis 20 ans, à savoir France 2, je me rappelle qu'il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, dans l'émission Mots croisés, on faisait des débats au moment des caricatures de Mahomet avec Philippe Val, on faisait venir Elisabeth Badinter face à des femmes voilées, on faisait des débats sur le service public hospitalier, qu'est-ce qu'on doit accepter ou non. Donc tout ça pour dire qu'on ne s'est pas réveillé avec Charlie. Je ne veux pas dire qu'on a été des lanceurs d'alerte parce que ça serait d'une prétention honteuse, mais on a toujours eu le service public, Arlette, peut-être moi aussi, cette espèce d'hypersensibilité à la laïcité et au féminisme. Je rajoute par la même occasion qu'on peut venir ici, et que je suis très heureuse d'avoir été invitée, et très fière d'être là, sans être un suppôt du valsisme, ou alors une espèce de bête immonde qui soutiendrait le printemps républicain. On a le droit d'être journaliste, on a le droit de parler, on a d'avoir des convictions, il faut les montrer de façon modérée, mais en tout cas, je vois déjà sur les réseaux sociaux que, enfin, un certain nombre de personnes vont dire qu'on avance enfin démasqué, puisqu'en fait, on défend la laïcité comme des malades. Alors, je voulais juste, et je sais qu'on doit aller très très vite, dire qu'il y a effectivement une hypersensibilité à ces sujets, même si ce n'est pas particulièrement nouveau. Qu'on entend dans les rédactions, de temps en temps, qui sont des lieux de débat, le fameux « pas mettre de l'huile sur le feu » dont Raphaël Enthoven parlait tout à l'heure. Bah, ce n'est pas d'huile sur le feu. Par exemple, le sujet sur Sevran. Alors, le sujet sur Sevran, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Alors, tout le temps, on entend des gens qui disent ça n'intéresse personne, ça va stigmatiser. Bah, oui, Sevran, c'était le café pour Sevran, c'était un café dans lequel les femmes n'avaient pas le droit de rentrer. Bah oui, peut-être que ça stigmatise. D'ailleurs, on stigmatise régulièrement plein de gens. Donc, si on commence à se dire, mon Dieu, c'est épouvantable, on ne va pas parler de ça, pas parler de ça, parler de ça, je ne sais pas très bien de quoi on va parler. On ne va pas mettre de l'huile sur le feu en Iran parce que finalement Rouhani est mieux que. Bon, donc c'est un raisonnement qui est insupportable. À côté de ça, je me souviens, la veille de Charlie, que Michel Houellebecq était l'invité du 20h et qu'on s'est engueulé comme du poisson pourri avec des copains après qui m'ont dit « Vous n'avez pas honte, ce livre, Soumission, vous faites de la publicité à Houellebecq, vous allez mettre de l'huile sur le feu, exciter les communautés les unes contre les autres. » Le lendemain matin, Charlie, j'ai rappelé quand même aux gens avec qui j'avais discuté la veille que probablement c'était plus... Ils n'avaient pas été forcément absolument lumineux. Dernier point, notre travail, c'est donc d'essayer de faire
les choses justement, honnêtement. Je rappelle également quand il y a des choses positives. Paprec, tout à l'heure, le monsieur qui dirige cette entreprise, on a déjà fait 3 ou 4 reportages chez Paprec pour montrer qu'il pouvait y avoir un code de la laïcité, que les choses se passaient correctement. Donc on n'est pas là non plus pour aller s'exciter en dénonçant sans arrêt les choses. De toute façon, il y a des débats, il y a des avis qui sont assez divergents parfois un peu vifs, mais les choses se passent. J'arrête pas d'annoncer des derniers points, donc ça va être le dernier ou l'avant-dernier. Avant-dernier, nous faisons aussi assez attention à faire de la pédagogie, parce que je me souviens d'un débat sur le voile où j'avais vu une intervenante que je voulais inviter, dite intellectuelle, je ne vais pas la citer, qui m'avait dit « mais franchement, vos débats sur le voile, franchement, le voile ou le piercing, c'est quoi la différence ?» Et je lui avais dit « écoutez, si vous ne voyez pas la différence, je pense qu'on ne va pas vous inviter, non pas parce que vous ne pensez pas comme moi, mais parce que justement, il peut y avoir un certain nombre de concepts, de notions qui méritent d'être débattus. » Donc, expliquer aux gens, ne pas être primaire, et puis dernier point, ça c'est le vrai dernier, quand on a du temps, c'est-à-dire qu'on a des lieux d'espace de débat, ce qui n'est pas forcément le cas du journal, parce qu'un journal, c'est une 30, une 40, c'est pas toujours facile d'expliquer les choses. C'est des lieux où on peut s'expliquer, 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, mais ça permet de faire les choses sans s'exciter, sans être hystérique, même si c'est parfois des femmes qui les animent, et en mettant les choses sur la table. Je vois Valérie Pécresse qui fait « oh, je ne souscris pas », ce genre de choses, parfois je les entends. C'est juste, c'était un point d'ordre, en expliquant les choses et en traitant des vrais sujets, mais sans avoir peur de son ombre. Parce qu'avoir eu peur de son ombre pendant si longtemps, on en est peut-être arrivé à ce qui s'est produit il y a 3 ans. Une petite question pour toi, Nathalie, et puis peut-être aussi pour Valérie Toragnan. Tu parlais des règlements de compte, des crispations, des petites réflexions, etc. Moi, j'ai 2 questions. D'abord, est-ce que oui, c'est plus violent qu'avant? C'est-à-dire, tu as l'air de dire le simple fait de venir ici pourrait te vouloir des commentaires désobligeants. Premier point. Deuxième point, est-ce que dans les rédactions aujourd'hui, sur les invités, alors je pense à certains invités dans certaines émissions de France Télévisions que je ne citerai pas, où parfois on s'est dit, mais tiens, finalement, c'était pas juste. Bonjour, je suis une militante et j'ai choisi de porter le voile et ça me plaît et je suis juste une jeune femme de la rue comme ça. Non, je pense qu'il faut... non. Alors, les pressions, ce n'est pas des pressions de ma hiérarchie, c'est simplement, je parle d'une chose assez simple, c'est comme il y a un débat sur la laïcité, notamment chez Jean-Luc Mélenchon et chez les Insoumis, ils passent leur temps à avoir des espèces comment dire, penser que les journalistes sont des serviteurs d'un certain nombre de pouvoirs et qui sont mus par quelque chose qui ne serait pas du journalisme. Donc, mettons ça de côté parce que le feuilleton a déjà suffisamment duré, c'est pas passionnant. Il est vrai que sur certains invités, et probablement j'en prends ma part de responsabilité, même si, en l'occurrence, je ne sais pas à quoi tu fais allusion, mais je n'y étais pas, je pense qu'il faut présenter les gens tels qu'ils sont. Il y a une grosse tendance en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut se faire infiltrer. C'était la question. On peut. Il y a un discours extrêmement intelligent, mais qu'il faut essayer de déminer, de décrypter. Moi, je sais, quand je faisais des émissions pour ou contre le voile, j'avais des femmes qui me téléphonaient parce que j'essayais de caster un peu les gens. Et au bout d'un moment, je me disais, elles ont super raison, en fait. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis obsédée contre le voile? Bon, il faut essayer de voir qui sont ces vraies personnes et puis essayer d'inviter des gens. Est-ce-qualité, c'est-à-dire s'ils représentent une association, on a totalement le droit de représenter une association, mais pas présenter quelqu'un comme une espèce de personne lambda alors qu'elle est totalement estampillée. Mais c'est la même chose pour un CGTiste, un FDTiste, un membre du MEDEF, un membre des Républicains, de la République En Marche. Si on dit que c'est un mec normal, j'allais dire, un mec lambda, et qu'en fait il est encarté, il faut le dire, comme ça c'est honnête. Merci beaucoup. Valérie, alors tu me disais tout à l'heure que justement tu es arrivée à la Revue des Deux Mondes le jour de l'attentat, c'est ça? Voilà, il y a pile 3 ans, donc j'ai posé mes affaires, il y a eu l'attentat et je suis repartie place de la République parce que voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dans l'effroi et l'horreur qu'on a connue tous à ce moment-là. Mais je dois dire que ça a sûrement... Ça fait basculer le journal? Enfin, la suite de l'évolution du journal? Il a un peu évolué depuis que j'y suis, ça c'est certain. Elle a un peu évolué, la Revue des Deux Mondes, ça c'est certain.
Moi, j'avais des convictions féministes et laïques à l'époque où je dirigeais le magazine Elle, donc notamment autour de la loi sur les signes extérieurs. Bon, le journal s'était clairement engagé et j'avoue que j'étais très, très motivée, moi, pour ces combats-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un dossier. La Revue du Monde, ça nous permet d'approfondir et de traiter des thématiques. Il n'y a pas eu un mois, il n'y a pas eu un dossier où je ne me suis pas, à un moment donné, mais totalement, et c'est à mon insu, toujours poser la question de en quoi ce dossier, en quoi cette question renvoie aujourd'hui à nos problématiques, et qu'on le veuille ou non, les problématiques aujourd'hui qui sont les nôtres, quand on parle entre nous, mais même aussi avec les autres, elles renvoient beaucoup à ces questions aussi aujourd'hui d'identité, de laïcité, de féminisme, de statut des femmes, de vivre ensemble et de société, et puis aussi et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à la Revue des Deux Mondes, c'est de créer des ponts et avoir aussi une réflexion et la connaissance d'un passé et d'une histoire, et de s'appuyer sur un passé et une histoire, non pas pour confondre, parce que des fois on fait des confusions qui ne sont pas les bonnes quand on regarde derrière nous, quand on regarde notre histoire, mais essayer quand même de creuser. Il y a une chose que je voudrais dire, Ruth disait tout à l'heure qu'on est aussi on est des citoyennes, et on est aussi des observateurs et des observatrices. Moi, une chose me frappe énormément, c'est que cette discussion, est-ce qu'on est totalement neutre et impartial? Non, j'assume que je ne suis pas totalement neutre et impartial, qu'il y a aussi des convictions qui m'animent et que parfois j'ai l'impression qu'il y en a tellement qu'on a peur de mettre l'huile sur le feu que sinon on essaye juste à un moment donné d'aborder certains sujets, tant mieux. Il y a une chose qui me frappe, c'est la question des générations. Ça m'avait déjà frappé à Elle et ça me frappe encore plus aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est quand même passé dans une société où aujourd'hui tout le monde nous oppose l'offense qu'on pourrait lui faire. Et on est dans une société... Y compris chez les jeunes journalistes Non, c'est-à-dire il n'y a plus que des blocs et des groupes et des communautés. Chacune réagit par rapport à l'offense qu'on pourrait lui faire et au respect qu'on lui doit. L'idée d'universalisme républicain est complètement discréditée. C'est même pas ça, c'est qu'on ne sait même plus de quoi on parle. Et ce qui me frappe, c'est dans la jeune génération... Le nombre de jeunes femmes, parlons des jeunes femmes par exemple, pour qui la question de la liberté des filles qui se voilent, évidemment, bien sûr qu'elles ont le droit, elles se voilent, c'est juste leur culture, c'est juste elles, et de quel droit nous on va donner des leçons ou dire des choses, ça me frappe. Des filles, des garçons, en fait, ça me frappe aussi parmi les jeunes journalistes qui sortent des écoles de journalisme, il y a une imprégnation, des fois j'ai l'impression qu'ils sont tous faits sur un même moule, et c'est un relativisme culturel, et c'est une façon d'accepter à chaque fois ces différences qui sont très respectables, mais qui ne sont pas exactement celles qui sont le modèle républicain ici. Et puis il y a des idées et des dogmes qui sont pas forcément, qu'il faut aussi savoir déconstruire, et peu d'esprit de déconstruction. Donc je me dis voilà que c'est aussi notre rôle d'essayer vis-à-vis de ces jeunes générations de reparler de ces sujets en disant ce sont des sujets neufs, ce sont des sujets modernes, ce sont vos sujets, et ce relativisme qui est en train d'imprégner absolument tout, voilà, ça personnellement ça fait partie des choses qui m'interpellent et sur lesquelles je pense qu'on a encore du travail à faire. Merci beaucoup. Alors, peut-être un mot justement... Après, je reviendrai vers toi, Brice, parce que tu m'as dit des choses intéressantes sur les mots imprononçables. Mais peut-être une question à toi, Alexis, puisque tu parlais justement de l'influence des jeunes journalistes et du clivage. Moi, pardon de dire ça de façon un peu crue, mais il y a chez les jeunes journalistes une espèce de personnalité totémique dont on a l'impression que c'est devenu le dieu journalistique et qui est le fameux moustachu énervé parfois. Alors, qui pour moi a été quand même le garçon qui a inventé que Dominique Baudis torturait des petits-enfants dans la cave à une époque reculée. Donc déjà, ça a tué toute considération politique que je pouvais avoir pour journalistique que je pouvais avoir pour ce garçon, et qui continue à donner des leçons de journalisme à la terre entière. Mais donc, il y a aujourd'hui quand même dans la jeune génération de journalistes une espèce de modèle comme ça, emblématique, et qui, en effet, parfois nous laisse un peu sans voix. Alors, je ne serais peut-être pas aussi pessimiste que toi, Françoise. Heureusement, le moustachu qui s'appelle Edoui Plenel, nommons-le par son nom, c'est plus respectueux, ne me semble pas que faire jurisprudence partout, heureusement. En revanche, c'est vrai que je suis assez attentif, moi, dans l'exercice de mon métier,
à cet esprit de responsabilité qu'évoquait Ruth à l'instant, on est sorti d'une période, je pense, de légèreté ou d'acosmie de la pratique du journalisme. On est obligé d'avoir, alors on l'appelle comme on veut, mais une conception plus citoyenne, plus républicaine de l'exercice de notre métier. Et ce qui me frappe, pour le dire vraiment de manière très lapidaire et résumée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bataille culturelle à mener. C'est celle qu'évoquait Gilles Clavreul tout à l'heure. C'est valable pour la sphère politique, bien sûr, mais c'est valable aussi, c'est vrai, dans le monde journalistique. Je crois, Françoise, qu'il y a une double tenaille, une double mâchoire qui pressure l'universalisme républicain. Et entre d'un côté, disons une partie de notre profession qui peut être tentée par une forme de plénélisation, et de l'autre côté, des représentations qui sont parfois très relativistes, mais différemment, et qui vont dans le sens d'un nouveau conservatisme extrémisé, une forme de buissonnisation des esprits. Et je crois que quand on est un universalisme républicain, il faut résister aussi bien à la plénélisation qu'à la buissonnisation. Et ça n'est pas facile. Je ne délivre ici aucun vadémécum et je ne me permettrai pas non plus de faire la leçon à qui que ce soit, mais effectivement c'est dans cet espace idéologique restreint qu'il faut arriver à faire notre métier et encore une fois je crois que c'est assez difficile. Merci Alexis. Brice, tout à l'heure, tu évoquais, quand on parlait en coulisses justement de ces thèmes, tu disais que finalement, toi, confronté dans ta radio, tu me racontais une revue de presse que tu avais vu passer avec des choix qui sont parfois un peu étonnants, parce que quand on fait une revue de presse à la radio, le principe c'est de citer tout le monde, mais pas toujours. Écoute, moi, ce que j'observe dans les différents médias dans lesquels j'officie, je ne parle pas de France Culture de manière spécifique, hein, soyons clairs, c'est qu'il y a une guerre culturelle qui est aujourd'hui lancée dans les médias entre le camp que j'appellerais laïque et républicain, le nôtre ici, et le camp islamo-gauchiste qui est extrêmement puissant, qui mène une véritable guerre culturelle d'infiltration. Elle se traduit de toutes sortes de manières. Évidemment, on le disait tout à l'heure, quelques journalistes des jeunes générations qui sont formatés par les écoles de journalisme sont strictement dans cette ligne islamo-gauchiste et font de leur jeunesse une espèce d'argument en faveur des thèses qu'ils défendent. Mais plus grave que ça, merci. Mais plus grave, vous applaudissez le vieux, vous avez raison, nous sommes de plus en plus rares. Plus grave que ça, j'observe comment ces islamo-gauchistes avancent leurs pions. Je vais vous prendre quelques exemples extrêmement précis dans mon expérience d'éditorialiste sur France Culture. Vous avez des gens qui vous disent, par exemple, qui vous prétendent qu'il ne faut pas se hâter de nommer terroristes les gens qui viennent d'assassiner à Bruxelles, ça m'est arrivé, parce que dans l'avenir, ils pourraient bien être requalifiés en résistants, comme l'ont été mes parents, mon père en particulier. Alors là, je vous jure, je l'ai vraiment pris en travers de la gorge, mais un type m'a dit ça à l'antenne. Vous avez des gens dans les médias qui vous expliquent très calmement qu'il y a un racisme, oui, il y a un racisme d'État en France et que l'éducation nationale et ses professeurs sont les porte-paroles de ce racisme institutionnel. C'est des idées qui sont absolument insupportables, évidemment, pour moi qui suis aussi un ancien enseignant. Je sais que l'école française est une école antiraciste, qu'elle combat le racisme et qu'elle a bien raison de le faire. Et puis vous avez, nous, médias culturels, nous sommes obligés de refléter évidemment les débats qui ont lieu au sein de l'université et de l'intelligentsia. Et au sein de l'université et de l'intelligentsia, vous avez des gens qui pratiquent la culture de l'excuse vis-à-vis des terroristes qui viennent d'assassiner nos amis, en disant que c'est la faute de la société française, parce que la société est raciste, elle est néocolonialiste, elle stigmatise, et que donc la société est la coupable. Ce discours est absolument insupportable, et croyez-moi, il a beaucoup de partisans dans l'intelligentsia et dans les médias culturels. Mais on le voit à la une des Inrocks, qui en effet célèbre Mehdi Méclate, Cantat, voilà. Et autres personnes. Voilà, vous avez toute une partie des médias, les Inrecuptibles, par exemple, qui a fait Mehdi Méclate. Mais qui sont très lus par les jeunes et par cette jeune génération. Voilà, qui est lu par cette jeune génération, avec Mehdi Méclate en couverture, qui faisait ses tweets antisémites épouvantables, avec des menaces physiques contre Manuel Valls et son épouse, qui étaient absolument orduriers. Tout le monde savait que ce type faisait ses tweets, mais il était devenu une idole, parce qu'il transgressait, comme Bertrand Cantat, n'est-ce pas? Il transgresse magnifiquement au point qu'il a tué une jeune femme. Merci. Pardon, excuse-moi, Brice.
Alors, Renaud, je suis désolée, mon gars, tu connais la sanction. Tu as déjà été très célébré tout à l'heure en tant que patron de Marianne par Elisabeth Badinter. Mais en tout cas, Marianne, c'est une ligne qui reste. Merci Françoise. Alors je vais effectivement étant le 727e intervenant et comme il y en a encore C'est lui le 618, dernier. je vais être très bref, je vous le promets à tous. Merci Françoise. D'abord, je tiens effectivement à remercier du fond du cœur Elisabeth Badinter pour les mots qu'elle a eus pour Marianne tout à l'heure, qui m'ont et qui ont profondément touché toutes les équipes de Marianne. Donc voilà, je tiens à le remercier. Effectivement, Marianne, que vous connaissez, j'ai cru le comprendre, est un journal d'engagement, un journal de combat, un journal d'engagement et de combat, non pas au service d'un camp ou d'un parti ou de tel ou tel responsable politique, mais au service d'un certain nombre de valeurs. Et c'est au premier rang de ces valeurs, il y a évidemment l'engagement laïque, il y a évidemment la laïcité qui fait partie de cette charte fondatrice de Marianne et que nous défendons, et c'est ce qui fait que Marianne était, est et sera toujours Charlie, évidemment. Et à partir de là, et notamment du tableau que dressaient à l'instant Brice Couturier et Alexis, du panorama des médias, je voudrais dire juste un mot sur un aspect. Moi, à titre personnel, les attentats du 7 janvier 2015 ont été, comme pour beaucoup de gens, évidemment un traumatisme absolu, mais en plus une vraie prise de conscience. Peut-être que je ne mesurais pas jusque-là, probablement, en mon fort intérieur, l'intensité et l'importance de ce combat pour la laïcité. J'avais parmi les victimes, comme beaucoup ici, beaucoup d'amis, dont Charb, je me souviens, où je plaisantais assez régulièrement avec lui, avec Franck aussi, le policier qui le protégeait et qui a été assassiné. Je ne croyais pas, en mon fort intérieur probablement, à la véracité de l'intensité des menaces. À Marianne, nous avons été plus particulièrement touchés encore directement parce que Tinius a été assassiné. Et Tinius était un pilier de Marianne. Tout ça pour dire que par rapport à cette bataille culturelle qu'on évoquait à l'instant et qui me semble essentielle et qu'il faut mener, moi j'ai le souci, moi et Marianne, tout en étant extrêmement clair sur cette ligne que tu évoquais à l'instant François, je pense qu'il faut éviter de tomber dans les pièges que nous tendent nos adversaires. Parce que nous avons des adversaires, on l'a vu y compris d'ailleurs dans la façon dont a été présentée cette journée par certains médias ces derniers jours. J'ai lu des choses absolument ahurissantes et sur le Printemps républicain, et sur mon ami Laurent Bouvet, et sur des tas de gens présents ici aujourd'hui. Et notre centre d'intérêt, me semble-t-il, quand on combat pour la laïcité, c'est de ne pas tomber donc dans les pièges que nous tendent nos adversaires, c'est-à-dire que, évidemment, nous sommes ici entre nous, si j'ose dire, nous partageons les mêmes valeurs, le même corpus de valeurs, nous savons ce que nous disons, nous savons pourquoi nous combattons. Et ce qui m'intéresse au-delà de cette salle, et je suis évidemment ravi et flatté qu'elle soit à ce point, et honoré, heureux qu'elle soit à ce point remplie, c'est ceux qui ne sont pas dans cette salle. Je ne parle pas là des militants qu'on peut qualifier d'islamo-gauchistes, en tout cas des complices de l'islamisme qui, eux, peuvent avoir un projet idéologique, mais de tout le marais qui, aujourd'hui, est plus ou moins indifférent, qui, quand il entend le mot laïcité, considère que soit c'est un truc de ringard, un truc de vieille barbe qu'il faut mettre sous le tapis, soit en tout cas que c'est un sujet trop clivant, trop gênant, il ne faut pas en parler. Et c'est pour ça que nous avons le souci à Marianne, non pas de nous adresser simplement, entre guillemets, à ce qui serait une secte, comme le prétendent nos adversaires, à une secte de laïcards, ou comme je reprends volontairement les termes de nos adversaires, mais au-delà, à ceux que nous pouvons convertir, si j'ose dire, c'est pas très laïque, mais en tout cas, notre objectif, c'est de convertir à la laïcité, et comme l'a dit très bien Elisabeth Badinter tout à l'heure, évidemment une laïcité qui n'est ni apaisée, ni positive, ni souple, mais qui n'est pas davantage intransigeante, stricte ou ferme, qui est la laïcité en tant que telle, la laïcité, point final. Merci Françoise. Merci à toi. Un dernier mot avant de conclure avec Marie Cabrette et Gérard Biard, mais je voudrais que Christophe Deloire de Reporters sans frontières nous dise juste un mot, parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment que, vu de l'étranger, on nous regardait en disant mais qu'est-ce que c'est que ces Français, qu'est-ce que c'est que ces journalistes, qu'est-ce que c'est que cette émotion. Alors Reporters sans frontières, c'est aussi un regard sur le monde. Est-ce que nous on a, est-ce que ce que tu remarques toi, c'est que ça change en bien ou en mal? La France est un pays où des dessinateurs d'un journal ne peuvent pas se promener dans la rue. Et des villes dans le monde, dans des pays dans lesquels il n'y a pas la laïcité, dans lesquels les dessinateurs ou des journalistes d'investigation ne peuvent pas se promener dans la rue à cause de l'intolérance religieuse, malheureusement, ils sont très nombreux et leur nombre n'est pas en régression. Juste ces derniers jours, au Bangladesh, ce pays dans lequel 5 blogueurs ont été tués en 2015, du fait de l'intolérance religieuse.
Toute une rédaction est menacée pour un article publié le 17 décembre sur un livre publié par le gouvernement sur les hadiths. Au Pakistan, dans quelques jours, ça fera exactement 1 an qu'un rédacteur en chef de son blog, un blogueur, qui avait été kidnappé avec 4 autres blogueurs, a disparu. Les 4 ont réapparu. Ils ont tellement peur qu'ils ne veulent absolument pas dire qui les a kidnappés. Mais lui, il est toujours disparu. En Algérie, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, Beurre TV, sur laquelle une émission intitulée L'émission impossible a consacré 1 heure à la tolérance religieuse, à l'interprétation des hadiths. Et là, un journaliste qui n'est franchement pas un journaliste apprécié des généraux algériens, Abdou Sennar, un type formidable, est menacé de mort, comme son équipe. Et ces menaces ont été renforcées après qu'Al Jazeera a diffusé un reportage disant que cette émission avait été hostile à l'islam. Je parle là de violences qui viennent de pans de la société. Puis il y a les violences institutionnelles. Il y a l'institutionnalisation de ces violences contre les journalistes. Mauritanie. Vous avez peut-être vu qu'en Mauritanie, il y a eu un blogueur qui, simplement, c'était un papier qui n'avait rien d'outrancier, mais qui s'adressait à sa caste et qui disait comment la religion pouvait parfois être utilisée à des fins de pouvoir, avait été condamné à mort. Il a été soutenu, la peine a été ramenée à 2 ans, mais il est toujours, alors même qu'il était libérable, il est toujours retenu. Il n'est pas sorti du pays et la Mauritanie, entre-temps, a instauré la peine de mort pour des gens comme lui. L'Iran, Oui, mais- Sohail Arabi, un photographe, juste pour un groupe sur Facebook, condamné d'abord à quelques années de prison et 30 coups de fouet. Les coups de fouet, ça arrive toujours souvent. Ça arrive en Arabie Saoudite, on connaît le cas de Raif Badawi. En Iran, ça arrive. Puis à la peine de mort, puis à 7 ans et demi. Et on joue comme ça avec la vie des gens. En un mot, aujourd'hui au niveau international, parce qu'on a parlé beaucoup d'enjeux nationaux aujourd'hui, mais il y a des enjeux internationaux, globaux sur ces questions, il y a une espèce de gentleman agreement. En gros, il y a eu des combats très durs, des combats diplomatiques pendant 10 ans au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, sur la question de la diffamation des religions, avec une offensive de l'Organisation de la Conférence islamique qui veut instaurer, surajouter aux droits de l'homme, cette notion de diffamation des religions. Depuis, plus personne n'en parle. Tout le monde l'a à l'esprit, mais du côté des démocraties ouvertes, on dit surtout, ne réouvrons Ne pas pas le mettre de dossier, l'huile sur le feu. ça va basculer. Alors non, ça n'est pas autre chose, c'est de la C'est pas grave, stratégie continue, politique qui n'est peut-être continue, pas... continue, Mais voilà. ne rouvrons pas le dossier parce que ça risque de basculer du mauvais côté. Et quand on interroge tous ces diplomates, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une très grande crainte, c'est des fragilités dans les démocraties qui un jour pourraient céder à ces offensives diplomatiques. Et là, donc, j'appelle les dirigeants politiques là-dessus à faire preuve de fermeté parce qu'il s'agit vraiment de défendre l'ensemble de nos démocraties face à ces idéologies. Bon, il y a Ruth qui a un petit regret, alors comme c'est ma copine, je lui donne 30 secondes, vas-y. Une toute petite note d'optimisme. Merci pour leur sacrifice à nos amis de Charlie, parce qu'ils ont aussi libéré une parole. Regardez, ce qu'on se dit aujourd'hui, ce qui se dit aujourd'hui n'était pas dit avant, il y a 3 ans. Et de ce point de vue-là, il y a des choses qui ont avancé. Je le crois profondément, et leur sacrifice ne sera pas inutile. Merci.